Martineau. L'opinion populaire. À Sherbrooke, il y a une clinique externe, c'est la clinique des médecins spécialistes. C'est une clinique qui emploie 25 médecins. Ce sont tous des médecins professeurs qui travaillent aussi avec l'Université de Sherbrooke, mais malheureusement, moins d'un an après l'ouverture de cette clinique-là, celle-ci pourrait être appelée à fermer en raison de l'implantation de la fameuse loi 2. On en discute avec le docteur Charles Dussault, cardiologue, enseignant à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, docteur Dussault. Bonjour, M. Martineau. C'est quoi la clinique des médecins spécialistes au juste, là? En fait, c'est un cabinet de médecine spécialisée, un cabinet ou un bureau où on voit les patients en médecine spécialisée. Donc, on est un regroupement de professeurs, de médecins spécialistes de l'Université de Sherbrooke, du CIUS de l'Estrichus, qui avons fait le choix de délocaliser nos activités ambulatoires du CIUS vers le cabinet, qui est en fait très pratiquement situé là, juste en face de l'hôpital, ce qui nous permet de combiner nos tâches hospitalières et professorales avec les tâches en cabinet. Mais c'est une clinique privée. Bien, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. C'est une clinique privée au sens où elle est financée et payée par les médecins eux-mêmes, mais les services qu'on y donne aux patients sont parfaitement publics. Les patients n'ont pas à débourser pour être vus par un médecin. Pour un médecin spécialiste, la façon de financer ses activités en cabinet en restant dans le réseau public, chaque acte qui est posé auprès d'un patient est rémunéré davantage lorsqu'il est fait en cabinet privé. Et donc, ce supplément-là lui permet de payer au cabinet son frais de bureau pour payer les secrétaires, pour payer le matériel informatique et tout ça. Donc, ça différencie des cabinets privés où les médecins sont désengagés de la RAMQ et là, sur les patients. Donc, ça reste des cabinets privés parce qu'ils sont pas payés par l'État, mais les patients, dans un modèle comme le nôtre, les patients n'ont pas du tout à débourser pour être vus par un médecin. Et les médecins qui travaillent là n'ont pas décroché justement du système public. Comment ça se fait que la nouvelle loi 2 menace la survie de votre clinique? En fait, à court terme, la loi 2 menace pas la survie de notre clinique en particulier. Notre clinique, elle est relativement récente. Ça fait 6 mois qu'elle est en opération, puis on a des ententes avec nos médecins qui sont sur une plus longue haleine. Le projet de loi 2 est extrêmement dangereux pour la survie à long terme des cabinets comme le nôtre en général, parce que il y a 2 façons dont les médecins peuvent payer leurs frais de bureau. Les spécialistes peuvent payer leurs frais de bureau soit avec un pourcentage de leur revenu RAMQ ou encore avec un loyer fixe, donc un montant qui est préétabli puis qui sera toujours le même d'une journée à l'autre. Dans les 2 cas, le projet de loi 2, ce qu'il fait, c'est qu'il vient couper de 15 % la rémunération de tous les tarifs. Donc, déjà là, diminuer de 15 % le revenu, donc diminuer le revenu des cliniques, puis diminuer le revenu disponible pour les médecins pour payer leurs frais de cabinet. Mais le pire, c'est la coupure du supplément de consultation, parce que beaucoup de ces activités-là qui se font en cabinet, mais ce sont des nouvelles consultations, justement. Donc, quand un médecin de famille ou un autre professionnel, une IPS, par exemple, réfère un patient vers un médecin spécialiste, il y a un supplément de consultation parce que cette visite-là est de façon inhérente, elle est plus longue. Et donc, ça contribue pour certaines spécialités, puis ça varie d'une spécialité à l'autre, mais ça peut diminuer jusqu'à 50-60 % le prix de chacune des visites. Donc, vous pouvez facilement imaginer que si on diminue de 50-60 % le prix d'une visite, bien, la capacité de la clinique à se financer, à même les revenus du médecin, ou encore pour le médecin de payer ses frais de bureau, ça diminue dans la même proportion. Je comprends. Et là, comme vous avez délocalisé, comme ces cliniques-là le font en général, vous avez délocalisé des affaires qui sortent donc de l'hôpital. Vous prenez plus des locaux de l'hôpital, vous prenez plus des ressources administratives de l'hôpital, vous prenez plus toutes ces choses-là. Le problème, quand il y a des cliniques comme ça qui doivent retourner aux hôpitaux, mettons, qui sont plus viables dans 1 an, 2 ans, 3 ans à cause du projet de loi 2, c'est quoi qui se passe dans ce temps-là? Ben, c'est là que se trouve le problème. Puis, comme je vous dis, c'est pas le premier, c'est pas, notre clinique fermera pas au début de l'année 2026. Ce qui va arriver, c'est qu'au fil du temps, les médecins, dans un premier temps, les cliniques qui perçoivent un pourcentage du revenu seront plus capables de se financer parce que ce pourcentage-là va diminuer. Puis, les médecins qui payent un loyer fixe vont se ramasser à perte à travailler dans un cabinet privé. Donc, éventuellement, vont se désengager de ces cabinets-là puis retourner vers les établissements publics. Ça, à moins que je me trompe, c'est pas du tout ce que les établissements souhaitent. Les établissements poussent les médecins en dehors des hôpitaux
pour aller dans des cabinets comme le nôtre, pour libérer justement des ressources matérielles, des ressources humaines qui sont déjà déployées à autre chose. Nous, ça fait quelques mois qu'on est partis, puis croyez-moi, les locaux qu'on a laissés libres derrière nous sont utilisés déjà, puis sont réalloués à d'autres ressources. Donc, il n'y a plus de place pour les médecins qui voudraient revenir. Donc, Dr Charles Dussault, vous désengorgez, vous participez à désengorger le système de santé, là? Bien, non seulement on participe à désengorger, si je vous parle des résultats qu'on a observés dans notre clinique, ça a permis d'augmenter beaucoup l'accessibilité pour nos médecins spécialistes. On a vu des listes d'attente pour les nouvelles consultations fondre. Pour moi, c'est donc, par exemple, dans l'hôpital, quand on se battait à 16 ou 17 cardiologues dans notre cas pour réussir à avoir quelques locaux cliniques qui sont disponibles, puis quand il n'y en avait pas, ben on n'avait pas le choix que de ne pas faire de clinique. Maintenant, c'est plus un problème. On n'a pas les mêmes contraintes. On est capable d'ajuster des cliniques à quelques heures, quelques jours d'avis. Ça a fait en sorte qu'en ce moment, à Sherbrooke, en cardiologie, il n'y en a plus de liste d'attente pour voir un cardiologue. Les listes d'attente ont été vidées. Donc, si un médecin de famille ou un IPS demande une consultation cette semaine en estrie en cardiologie, le patient va être vu en dedans de 2 semaines, c'est certain. En terminant, vous avez vu dans Le Devoir aujourd'hui, là, on cite une étude qui affirme que les médecins québécois sont les mieux payés au Canada. Ils sont beaucoup plus payés que les médecins ontariens. Donc, vous dites, avec la loi 2, les médecins auront moins d'argent pour payer une clinique comme la vôtre, mais ça a l'air que ça va bien là, quand même au point de vue du salaire pour les médecins au Québec, là, si je me fie à cette étude. Oui, ben je pense que c'est ça. Hein, c'est à quelle étude on se fie. Nous, en médecine, on est habitué de s'assurer que les données qu'on utilise pour prendre des décisions, mais sont des données qui sont justes. Puis je pense que l'enjeu avec cette étude-là, c'est que je suis pas convaincu d'où ces chiffres-là ont été pris, parce que personnellement, quand je regarde les données qui nous sont présentées, les données objectives, ben la rémunération des médecins québécois se trouve dans le centre du peloton canadien, là où ça devrait être, pas en haut, pas en bas, exactement où c'est pertinent de se trouver. Puis pas du tout, là, je pense pas du tout que les médecins québécois trônent au sommet de la rémunération au Canada. Et Dr Charles Dussault, en terminant, il y a d'autres cliniques du genre que la vôtre, la clinique des médecins spécialistes. Est-ce qu'ils sont aussi, est-ce que la survie de ces cliniques-là est aussi menacée? En fait, des cliniques purement de médecine spécialisée, il y en a. Il y a beaucoup aussi de cabinets où il y a des médecins de famille et quelques médecins spécialistes qui se trouvent à pratiquer. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de détresse. On entend beaucoup de détresse des collègues qui travaillent en cabinet, qui financent des cabinets, qui ont des baux avec des cabinets parce qu'ils ne voient pas la façon de réussir à honorer les engagements qu'ils ont envers ces cabinets-là. Les gens qui ont des cabinets sont paniqués à l'idée de voir leurs revenus amputés d'une aussi grande proportion à partir du 1er janvier. Donc, cette inquiétude-là, elle est bien réelle, elle est palpable à la grandeur de la province. C'est une catastrophe pour le financement de tout ce qui est cabinet privé. C'est dommage parce que ce modèle-là a l'air de fonctionner. Oui, et c'est peut-être des angles morts à venir pallier dans cette loi-là. Mais chose certaine, c'est que c'est tellement compliqué, là, Richard. Puis je m'étais entretenu avec Dr Dussault là, plus tôt cette semaine, puis je me suis entretenu avec beaucoup de médecins spécialistes, généralistes, de famille. Puis on dirait que c'est surtout la communication de tout ce qu'il y a dans ce projet-là qui est complexe à expliquer à monsieur, madame, tout le monde. Là, déjà là, on le verbalise du mieux qu'on peut, mais c'est juste les rémunérations, puis à l'acte, puis telle prime, c'est tentaculaire notre système de santé. Même le ministre n'a pas l'air à comprendre sa propre loi, donc pour vous montrer à quel point c'est complexe, ben bon courage et bonne chance, Dr Charles Dussault, cardiologue, enseignant à l'Université de Sherbrooke, et puis aussi un de la clinique des médecins spécialistes. Merci.